Parole des jeunes. Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission spéciale consacrée à la santé et à la prévention du VIH, SIDA, mais aussi des IST. Aujourd'hui, on va parler prévention, dépistage et sensibilisation, un sujet important qui nous concerne tous. Pour en discuter, nous avons la chance d'accueillir une professionnelle de santé, Angélique Lebaille. À ses côtés, plusieurs jeunes qui ont préparé des questions pour nourrir le débat et partager leur point de vue. Je vais tous vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, je suis Angélique, infirmière diplômée depuis 16 ans et actuellement je viens de terminer un diplôme universitaire en santé sexuelle. Je suis en train de me spécialiser dans la santé sexuelle. Donc j'espère que je pourrai répondre à vos questions sur les infections sexuellement transmissibles. Moi c'est Anne-Lise, j'ai 19 ans et je suis à la mission locale depuis à peu près un mois. Bonjour, je me présente, Iggy Talibakir, j'ai 19 ans, ça va faire un an que je suis suivi par la mission locale. Bonjour, moi c'est Ayat, je suis à la mission locale, ça fait 4 ans. Moi c'est Candice, j'ai 19 ans et je suis à la mission locale depuis 3 mois. Bonjour, moi c'est Pauline, j'ai 18 ans et je suis à la mission locale depuis environ 3 mois. Merci à tous. Chaque année, le 1er décembre, on célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est un moment fort pour sensibiliser, informer et rappeler que la lutte contre le VIH n'est pas terminée. Les progrès médicaux sont considérables, les traitements permettent de vivre longtemps et en bonne santé avec le VIH et surtout, une personne séropositive sous traitement efficace ne transmet plus le virus. Pourtant, malgré ces avancées, les préjugés, la peur et le manque d'information restent très présents. C'est pour cela qu'il est essentiel d'en parler, notamment avec les jeunes, pour rappeler l'importance du dépistage, de la prévention et du respect de chacun. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, nous sommes allés à la rencontre du public pour savoir ce que représente pour eux cette journée. Nous leur avons posé quelques questions et voici ce qu'ils nous ont répondu. Est-ce que vous pensez que le sida c'est toujours un problème de santé publique important aujourd'hui ? Oui. Oui. Oh bah oui. Non. Je pense. Selon moi, oui. 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 Ah oui. Oui, je pense quand même si c'est plus pareil qu'avant, mais il faut toujours rester vigilant sur tout ça. Donc oui, je pense que c'est toujours un problème en ce moment. Oui, mais pas pour tout le monde. Bah oui, je pense quand même. Je pense qu'on l'oublie un peu trop. C'est tabou, les gens, comme c'est une maladie, comme les pestiférés à l'époque. Non. Est-ce que vous pensez que les jeunes ils sont suffisamment informés sur le sujet ? Je pense. J'ai des doutes. Ça dépend, voilà, c'est ça. J'ai pas l'impression. Disons qu'on a fait pas mal d'informations. Maintenant, on en parle de moins en moins, je trouve. À part une époque, on en parlait beaucoup plus que là. C'est vrai qu'on en parle de moins en moins. Non. Moins qu'avant. Alors, informés, oui, mais je pense qu'ils n'ont peut-être pas conscience des dangers, des risques surtout. Pas forcément, non ? Oui, je pense quand même. Oui, je pense quand même qu'ils sont suffisamment informés avec tout ce qu'on voit, etc. Je dirais oui. Non. Parce que je pense qu'ils ont d'autres préoccupations. Je pense pas. Pour moi, non. Je pense que les jeunes ne s'y intéressent pas trop. Je pense pas que... Non. Est-ce que vous avez l'impression que la société est plus tolérante de nos jours ? Oui. Oui. Oui, globalement, oui, je pense. Oh oui. Plus tolérante. À voir. Oui, 50-50. Ouais, je pense, oui, un peu. Comparé à une certaine époque ? Ouais, comparé à une certaine époque. La mienne, ça dépend qui ? Ça dépend, voilà, c'est ça dépend qui peut-être, mais voilà, à une certaine échelle. Oui. Oui. Oui et non. Oui, quand même, oui. Oui, plus tolérante, mais bon, on l'oublie quoi, on ferme les yeux. Non. Tolérante. Non, Oui, non, ça un n'a peu pas changé. plus, mais pas beaucoup. Je pense pas que ça ait changé beaucoup. On n'en parle plus beaucoup. Peut-être pas tabou, mais on n'en parle plus. Mais oui, on est plus tolérant, mais bon, on en parle moins quand même. Évoluer quand même, heureusement, parce que je vois bien que tout autour, et encore, ça s'est amélioré parce qu'ils sont soignés maintenant, ce qui n'était pas le cas au début, parce que moi j'ai même des collègues qui sont partis de cette maladie-là. Et puis ça, à l'époque, ça paraissait être une maladie honteuse. Est-ce que vous avez un petit message de solidarité pour les personnes qui sont porteurs du VIH ou qui ont le sida ? Qu'ils s'accrochent. Que la pharmacie fasse des progrès et éradique ce problème en grande partie. Il faudrait plus de communication. On communique beaucoup sur un tas de maladies, de choses comme ça, et c'est très bien. Je trouve que le sida, on en entend beaucoup moins parler. En fait, c'est toujours présent, même si la médecine a fait des gros progrès, il y a plein de médicaments, de soins appropriés, il y a un traitement.
Mais en attendant, ça existe toujours et je pense qu'il ne faut pas laisser passer ça aux oubliettes. Le message d'espoir, c'est qu'il y a quand même la science qui avance quand même à grands pas et qu'aujourd'hui, les gens vivent avec, alors qu'il y a des années, les gens étaient condamnés. Donc oui, il y a quand même un message d'espoir. On est avec vous, on continue la lutte et puis bon courage. Je pense qu'on va arriver à réduire cette maladie petit à petit, mais il faudra justement plus d'information, prévention et surtout plus d'efforts de la part des gens pour s'informer sur cette maladie. C'est pour ça que je vous ai dit, ils sont informés, mais il faut qu'ils aillent chercher l'information. Écoutez, moi je ne suis pas grand-chose, donc bien sûr que j'ai un message de solidarité, mais me sens complètement démuni. Que ça soit pris en considération par le grand pontife en haut, là. Que ça bouge un peu, et puis qu'on mette des moyens un peu plus importants. Je pense que tout ça, on botte en touche. Vos réactions après ce micro-trottoir, les réponses sont vachement diversifiées. C'est pas des avis très tranchés, je trouve, surtout pour la première question, où ça peut être oui, non, peut-être. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Principalement quand on nous dit que les jeunes ne sont pas assez sensibilisés. Personnellement, au lycée, durant mes 3 années de lycée, j'ai eu 3 cours sur le VIH, le sida. Alors donc on n'est peut-être pas assez conscient à cet âge-là qu'il faut se protéger, qu'il faut écouter et prendre au sérieux ce cours-là, mais on nous communique énormément là-dessus. Et même au collège, on commence déjà à parler de sida, de MST, IST. Donc on est assez informé, après peut-être pas assez conscient de l'information, mais on est quand même un maximum informé à l'époque du lycée et du collège. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Angélique ? Alors moi je trouve ça très intéressant justement les micro-trottoirs parce que on a une diversité de réponses. Et on ne se fixe pas finalement, on ne rentre pas dans un moule, parce que la vie c'est pas rentrer dans un moule et tout le monde pensait pareil. Et je trouve ça super que les avis des gens diversent, mais je pense qu'effectivement c'est une pathologie où il faut encore continuer perpétuellement d'informer des risques. Donc non, je trouve ça, c'était super. Après ça a été un micro-trottoir assez compliqué à faire, parce que dès qu'on évoquait le sujet du sida, beaucoup de personnes ne voulaient pas répondre à nos questions, mais on a quand même réussi à trouver des personnes qui étaient OK pour répondre. Je vous laisse la parole, les jeunes, pour poser vos questions. Quelle est la différence entre le VIH et le sida ? Alors, le VIH va être au stade de virus. C'est le virus d'immunodéficience humaine. Et le sida, donc ça veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, le VIH, l'action du VIH, il va complètement détruire le système immunitaire des personnes qui, une fois que le système immunitaire va être de moins en moins actif, les personnes vont pouvoir attraper toutes sortes de pathologies qui va les affaiblir de plus en plus. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler, du coup, le VIH est passé au stade sida. Comment le virus se transmet ? Alors, le virus peut se transmettre de différentes façons. On peut se le transmettre par voie sexuelle, par voie sanguine, et de la mère à l'enfant. Peut-on attraper le VIH dans la vie quotidienne en partageant un verre, en tirant la... Absolument pas. Et heureusement, il n'y a aucun risque de boire dans le même verre que quelqu'un qui a le VIH, de serrer la main, on peut s'embrasser, on peut faire des câlins, il n'y a aucun risque. Est-ce que le VIH existe toujours autant qu'avant ? Malheureusement, oui. Il faut savoir qu'il existe toujours. Et en 2024, il y a quand même 5100 personnes qui ont été dépistées HIV positives. Et c'est un chiffre en évolution. C'est un chiffre effectivement en évolution. Alors, suivant les années, il peut y avoir une variation, mais malheureusement, ça reste toujours actif. Comment vit-on aujourd'hui du VIH ? Alors, grâce à tous les traitements qui sont mis en place, les personnes atteintes du VIH qui sont suivies correctement par les professionnels de santé et qui prennent bien leur traitement, elles vivent en fait normalement et ont une longitude de vie quasi identique à des personnes en fait qui n'auront pas le VIH. Voilà. Mais pour ça, il faut être très bien suivi et prendre ses traitements correctement. Quelles sont les principales IST en dehors du VIH et comment est-ce qu'on peut s'en protéger ? Alors on va trouver différentes IST, on va pouvoir parler des hépatites, hépatite B, hépatite C, on va avoir le papillomavirus qui est très qui est très actif quand même. On va avoir les chlamydia, les gonorrhées. Comment on se protège des IST ? Il y a
En principal, je vais vous dire le dépistage. Concrètement, plus on se dépiste, plus on sait qu'on a une pathologie ou pas, et plus on peut éviter de la transmettre. Ouais, plus on peut se protéger pour Et éviter de transmettre. effectivement, de toute manière, le préservatif est aussi, après le dépistage, le moyen le plus fiable, bien sûr, pour se protéger de toutes les IST. Quels sont les signes ou symptômes qui doivent alerter et pousser à consulter? Et est-ce qu'on peut avoir une IST sans le savoir? Alors malheureusement, oui, on peut être atteinte d'infection sans le savoir parce qu'il n'y a pas forcément de symptômes, d'où l'intérêt de se dépister. Et à partir du moment où vous allez percevoir en vous quelque chose qui est anormal ou qui n'est pas comme d'habitude, des écoulements vaginaux, des écoulements au niveau du pénis, des petits boutons, des douleurs en urinant, des saignements hors période de règles, par exemple pour les femmes, dans ce cas-là, vous ne tardez pas. Tout de suite, vous prenez rendez-vous avec un médecin, soit un médecin traitant, soit le gynécologue, mais il faut surtout pas traîner. Dès que vous avez la sensation d'avoir quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, vous consultez. Quels sont les moyens de prévention les plus efficaces? Alors comme je le disais précédemment, le dépistage et le préservatif. Quelle est la différence entre un préservatif masculin et féminin? Alors le préservatif féminin va s'introduire dans le vagin, que le préservatif masculin va se dérouler sur le pénis de l'homme. Mais ils protègent tous les deux. On parle de préservatif externe et préservatif interne. Tout à fait. Donc effectivement, le préservatif féminin va être interne au vagin de la femme et masculin va être externe et se dérouler sur le pénis. À partir de quel âge peut-on se faire dépister? Il n'y a pas d'âge légal officiel, sachant qu'il faut savoir que pour toute personne mineure, il va falloir quand même un représentant majeur. Donc soit vous allez dans un laboratoire de ville et dans ce cas-là, il va falloir être accompagné d'un parent. Souvent, les laboratoires de ville, ils vont plutôt diriger les personnes mineures vers les Cégides. Et en Cégide, vous avez le droit d'être accompagné par une personne majeure hors autorité parentale. Voilà, si vous ne voulez pas être accompagné de vos parents, vous pouvez trouver une amie majeure, une tante, un oncle, peu importe, dès l'instant que vous êtes accompagné d'une personne majeure. Et où peut-on se faire dépister gratuitement et anonymement? Alors, tout de suite, je pense au Cégide. Le Cégide, effectivement, c'est anonyme, c'est gratuit. Après, il y a d'autres lieux où on peut se faire dépister aussi. Quelle fréquence faut-il se faire dépister? Ça va dépendre de votre vie sexuelle et intime. Déjà, tout d'abord, quand vous rencontrez quelqu'un, avant tout premier rapport, je peux que vous conseiller de vous faire dépister tous les deux pour être sûr effectivement que aucun d'entre vous n'ait d'infection sexuellement transmissible. Et ensuite, si vous êtes amené à changer de partenaire, faites-vous dépister à chaque fois avant d'avoir un nouveau partenaire. Et il faut être sûr aussi de sa relation. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous n'êtes pas sûr de sa fidélité, bien sûr, vous n'enlevez pas le préservatif. Est-ce que le VIH se soigne? Alors, le VIH ne se soigne pas officiellement malheureusement, mais par contre, avec les traitements, on peut avoir quand même une vie beaucoup plus agréable sereine et saine pour les patients malades. Mais pour l'instant, la science n'a pas encore trouvé de remède totalement efficace, mais peut-être un jour, j'espère. Les traitements ont-ils des effets secondaires importants? Alors oui, on peut retrouver différents effets secondaires. On va retrouver des effets secondaires digestifs, comme des nausées, des vomissements, de la diarrhée, beaucoup de fatigue, il peut y avoir des maux de tête, des maux de ventre. Après, tout dépend des personnes. Vous allez prendre 10 personnes avec le même traitement. Sur les 10 personnes, il y en aura peut-être 7 qui auront des effets secondaires et pas les mêmes. 3 autres qui diront moi je n'ai pas de problème. C'est vraiment, ça dépend des personnes, mais oui, c'est des traitements assez forts qui peuvent provoquer ces effets secondaires-là. Et est-ce qu'une personne séropositive qui est sous traitement, elle peut avoir un enfant et est-ce qu'il aura le VIH? Alors, effectivement, une personne séropositive, avec le traitement, si le traitement est bien pris, que la personne est bien suivie, il faut savoir que la charge virale sera indétectable, donc elle ne pourra pas, il y a moins de 1% de chance qu'elle transmette le VIH à son bébé. Si cette personne n'a pas de traitement du tout, c'est entre 20 et 30% de chance qu'elle transmette le virus au futur bébé. Quel rôle jouent les soignants dans l'accompagnement des personnes atteintes du VIH? Alors déjà, suivant le personnel soignant, il va y avoir un rôle de prise en charge médicale, instaurer les bons traitements, un suivi, parce que même si une personne a un traitement efficace, il va quand même falloir qu'il y ait
un suivi régulier. Ils ont aussi une action de soutien. C'est très important parce que les personnes malades, de manière générale, peuvent être plus fragiles psychologiquement, ont besoin de se sentir comprises, ont besoin de se sentir soutenues. On va aussi avoir des soignants qui vont expliquer le rôle du traitement. Enfin, c'est très important d'avoir des soignants et d'être bien entouré pour les personnes malades. Pourquoi la peur ou la honte autour du VIH existe encore aujourd'hui? Parce que malheureusement, je pense que c'est une pathologie, un virus qui est encore beaucoup stigmatisé. On l'a entendu effectivement. Voilà, au niveau du micro-trottoir, souvent quand on parle VIH ou SIDA, on va penser à deux choses. On va penser soit homosexualité masculine, soit personne droguée. Voilà, c'est très stigmatisé et je pense que c'est à cause de cette stigmatisation que le VIH en fait continue d'évoluer. C'est que beaucoup de personnes se disent moi de toute façon je suis pas homosexuelle. Ce n'est pas que avec ces personnes-là que ça peut arriver. Il y en a effectivement chez les personnes homosexuelles, il y en a chez les personnes qui se droguent, mais il y en a aussi, et ça continue chez les personnes hétéros, chez les femmes, chez les hommes. Et attention, chez les jeunes personnes, ça continue de monter. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui est encore très stigmatisé et qui reste un peu honteux. On n'ose pas en parler, c'est une maladie un peu, c'est sale en fait. Voilà, les personnes qui attrapent cette maladie, c'est parce qu'ils sont sales, c'est pas... alors que non, pas du tout. Pourquoi cette stigmatisation de l'homosexualité Parce que, en fait, il faut savoir que, suivant les pratiques sexuelles, par exemple la pratique de la sodomie, c'est effectivement une pratique qui va augmenter le risque de la transmission du VIH. Parce qu'effectivement, ça peut causer des blessures, donc un mélange effectivement de fluide, de sang. Souvent, encore maintenant, les gens ont dit sodomie, ils vont penser homosexualité, alors que c'est une pratique qui est courante dans l'hétérosexualité. C'est pour ça qu'il y a finalement beaucoup de stigmatisation. Même aussi pour le cas des immigrés, c'était beaucoup rapporté aux immigrés, cette maladie. Effectivement, tout à fait. C'est stigmatisé et ça reste une maladie honteuse où les personnes j'ai l'impression on dirait que les personnes ont peur de l'attraper rien qu'en en parlant. Ils ont peur d'en parler, je pense que c'est un sujet tabou pour eux, c'est ça. Et pour vous, pourquoi vous pensez que les gens ont peur d'en parler justement ? Je pense que les gens ne veulent pas en parler parce que c'est une maladie sexuelle, que ça a un lien au rapport sexuel, que y a le stéréotype aussi d'être homo. Donc forcément, ça ferme déjà des portes comparé à une maladie qui ne serait pas sexuelle. Et on entre dans la vie personnelle en vrai. Ouais, intime. On va dire intime. Je suis tout à fait d'accord et je suis entièrement d'accord avec Anne-Lise. C'est que les maladies sexuellement transmissibles sont reliées à la sexualité et la sexualité est encore très très tabou. On pense que les gens sont très ouverts, mais pas tant que ça. Et est-ce que vous pensez que le VIH, du coup, pour les jeunes, c'est devenu un sujet un peu oublié, un peu... Alors, je dirais pas oublié, parce qu'on a la chance quand même d'avoir des ateliers en France, que ça soit au collège, au lycée, soit par les infirmières scolaires, soit par des intervenants extérieurs qui vont effectivement faire des petites interventions. Mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Après, moi, je prends mon cas personnel, mais quand j'étais au collège-lycée, le VIH et SIDA, c'est pas un sujet dont on parlait. Les IST, oui, mais VIH-SIDA, pas du tout. Je pense que c'est abordé, mais pas assez, d'où l'intérêt. Après, maintenant, je pense que c'est beaucoup plus abordé, les questions de sexualité, consentement, etc. Tout ça, c'est bien mis en avant, mais je pense qu'il y a eu un léger décalage entre une génération. Alors oui, tout à fait. Moi, je vais avoir 40 ans. Et quand j'étais au collège, on n'a pas eu d'intervention justement sur la vie affective, la vie sexuelle. Au lycée non plus, je me souviens pas avoir eu tout ça. Et pourtant, je sais que maintenant, il y a des choses qui se mettent en place. Donc il y a un avant, un après. Oui, les jeunes sont informés, mais je pense que ça fait pas de mal de faire des rappels. Ça évolue effectivement avec le temps, mais je pense que ça n'empêche qu'il faut continuer de faire de la prévention, c'est important. Si les réseaux sociaux pour les jeunes qui font énormément de prévention, moi je sais que par exemple l'année dernière je suivais beaucoup d'associations étudiantes et il y en avait sur la santé et qui font énormément de prévention au quotidien, qui viennent dans les facs pour faire de la prévention justement, qui distribuent même des préservatifs, etc. Oui, effectivement, les réseaux sociaux,
Ça a du bon et ça du joue moins un bon. rôle, ouais, ça joue un Mais rôle. pour ça, je trouve qu'effectivement, on peut avoir accès à quand même pas mal d'informations. Après, je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Il y a à prendre et à laisser. Après, il faut faire le tri. Quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes qui nous écoutent ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la santé sexuelle, de manière générale, c'est important, en fait. Pour le bien-être physique, pour le bien-être moral, pour le bien-être psychologique, ça fait partie de la vie. C'est comme ça, un être humain, il évolue. Il y a des rencontres, il y a une vie sexuelle qui se met en place. Mais si vous voulez avoir une vie sexuelle sereine et saine, dépistez-vous, protégez-vous. Vous pourrez que le vivre mieux qu'en prenant des risques. Vraiment. Et puis, si vous avez des questions, vous avez des doutes, vous allez au Cégide, planning familial, mission locale, vous trouverez toujours quelqu'un à un moment donné qui peut répondre à vos questions. Un médecin traitant aussi. Hein. Bien sûr. Ils connaissent super bien sur les IST et généralement quand ils vous font une prise de sang, ils vous demandent si on veut se faire dépister ou pas pour les maladies sexuellement transmissibles. Absolument, vous pouvez aussi vous rapprocher des sages-femmes maintenant qui peuvent aussi vous donner tout un tas d'informations. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez le droit de dire non. Le consentement, c'est important. Et si vous êtes face à quelqu'un qui souhaite avoir un rapport sans protection et que vous ne souhaitez pas, non, c'est non. C'est important de dire non parce qu'en fait, vous vous protégez. Bon, merci à tous. Est-ce que ça vous a plu déjà ? Oui. C'était enrichissant. Merci Angélique d'être venue discuter avec nous. Merci à vous. J'ai trouvé ce moment très, très agréable et très intéressant pour voir un petit peu le point de vue de chacun. De la jeune génération. Oui, tout à fait. C'est très intéressant et je trouve que vous connaissez beaucoup de choses. Vous êtes bien renseignés, donc continuez de vous renseigner. Et je voudrais juste passer un petit message. Dans le cadre de mon diplôme universitaire, j'ai effectué un podcast sur les infections sexuellement transmissibles sous forme d'interview. Donc en fait, si vous voulez retrouver mon podcast, vous pouvez aller sur le site Arte Radio, audioblog, et le nom de ma chaîne, c'est Sexe, Amour et Stéréo. Voilà, donc vous pouvez retrouver mon podcast qui s'appelle Les Cafés du Popotin. D'accord, merci beaucoup. On ira écouter ça. Avec plaisir. Merci à vous en tout cas. Merci à tous d'être venus participer à cette émission et à très bientôt pour une nouvelle émission. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.